j'ai essayé de monter un film qui m'a pris un certain temps, et un film qui ne s'est pas monté finalement, c'est toujours un peu douloureux, et puis ça remet beaucoup de choses en question et sur votre destin et sur votre cheminement artistique. Et il se trouve que souvent pour gagner ma vie, j'écris des histoires pour les enfants, ou des nouvelles, ou des fictions pour France Culture à la radio. Et qu'il y a une femme là qui travaille, qui est directeur littéraire, qui me suit depuis toujours. Et c'est elle qui m'a dit, dans ce moment un peu creux, tu devrais t'intéresser à Séraphine. Et j'ai dit, Séraphine, mais c'est qui? Elle m'a dit, bah, Séraphine, oui. J'ai jamais entendu parler comme vous. Et je dis, mais pourquoi? Et elle m'a dit, cherche et tu comprendras. Je crois qu'aujourd'hui j'ai parfaitement compris. Et puis, à l'époque, je suis allé sur Internet, comme tout le monde, j'ai regardé, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé des livres sur Amazon, j'ai retrouvé les vieilles éditions de Vilaine Moudeux. J'ai trouvé un livre d'Alain Vircondelet sur la vie de Séraphine, un autre livre de Jean-Paul Fouché. Et puis aussi par Internet, j'ai rencontré une femme, Françoise Cloarec, dont le livre a été édité là, qui était psychanalyste, qui est psychanalyste, et qui avait fait sa thèse il y a très longtemps sur Séraphine. Et comme elle est peintre aussi, elle avait un site où elle parlait de Séraphine, de sa rencontre avec Séraphine. Donc je l'ai rencontrée, on a beaucoup parlé, on avait un petit peu la même vision du personnage. Et puis, quand j'ai rassemblé un petit peu tout ce que j'avais, je suis aussi allé à Senlis, où la salle que Jean Cassou, directeur du Musée d'Art Moderne, en 1947, à la mort de Vilaine Moudeux, avait créé avec des œuvres qui appartenaient à Oudeux. Il y avait 3-4 tableaux de Séraphine, des Vivins, des Bonbois, tous les tableaux qu'on a dans le film. Quand j'ai rassemblé tout ça, je suis rentré chez moi et je me suis surtout demandé qui pouvait jouer Séraphine. Et j'ai pensé tout de suite à Yolande. Et le monde est pas si mal fait que ça, puisqu'il se trouve que j'habite à 1 heure de Paris, là où on a tourné le film, là où on a tourné les extérieurs à Senlis, dans la ville, mais toute la nature a été tournée là où j'habite, dans le Vexin. Et il se trouve que Yolande habite à 3 km de chez moi. Et je savais, j'avais croisé une fois au supermarché, pour être un peu trivial, et mon entrepreneur qui avait refait ma maison se vantait beaucoup d'avoir refait celle de Yolande. Alors je l'ai appelé, on lui fait une pub d'enfer depuis, Yolande et moi, et on lui a demandé, je lui ai dit, Gérard, est-ce que tu peux me faire rencontrer Yolande? Et puis il m'a rappelé, 2 minutes après, il m'a dit, elle t'attend. Et je suis allé avec tous mes bouquins, tout ce que j'avais glané à droite, à gauche, déjà une idée un petit peu de l'axe que je voulais prendre pour raconter cette histoire, et je lui ai raconté l'histoire de Séraphine, et tout a commencé comme ça. Yolande, par rapport au personnage de Séraphine, est-ce que vous avez eu à la guider, ou est-ce qu'elle l'a senti, ou est-ce que votre présence est derrière elle? Elle a pris des cours de peinture, elle a travaillé avec les peintres qui ont refait les tableaux. Ça a été toute une approche. Là, on est à Senlis, on est allé sur les traces de Séraphine, on a monté l'escalier de sa maison, on a frappé à la porte, elle n'est plus là, mais on a passé des longs temps ensemble. On a fait tout un travail aussi ensemble sur le passé de Séraphine. Je lui ai demandé d'imaginer ses parents, d'imaginer leur disparition, parce que Séraphine a perdu ses parents, elle était orpheline très jeune. Je l'ai emmené voir les arbres, je lui ai dit, tu vois, là, il va falloir que tu grimpes. Alors, elle s'est mise au régime. Il y a eu toute une approche comme ça, pas spécialement psychologique. Non, mais ça se sent donc. Et c'est vrai que quand on a commencé le tournage, on était comme ça. Oui. Et je me souviens que le premier jour, c'était pas encore complètement ça, comme souvent un premier jour de tournage, parce qu'il y a toute l'équipe d'un seul coup, c'est pas facile. Et le deuxième jour de tournage, à la première séquence, je sentais qu'il manquait un truc, puis je ne trouvais pas. Diriger un acteur, c'est quelquefois juste un mot. C'est pas lui dire fais ci, fais ça, c'est surtout pas ça. En tout cas pas avec moi. Et d'un seul coup, ça m'est venu, j'ai dit pense à Dieu. Parce que Séraphine, elle vit avec. 24 heures sur 24. Et ça a été immédiat. Et ça n'a, du début jusqu'à la fin, le personnage a été là. C'était prodigieux à voir. D'accord, je vous remercie. Et ça a été une histoire un peu troublante comme ça, toute cette élaboration de ce film depuis le début. Moi-même, quand j'ai écrit le scénario, en fait, j'ai écrit le scénario en assez peu de temps. Curieusement, bon, il y a eu toutes ces recherches avant, hein, mais le scénario, ça a été comme un truc qui m'a un peu traversé aussi. On a tous eu, en tout cas Yolande et moi, surtout le sentiment d'être traversé par quelque chose, un mystère,
que c'était aussi ça qui m'intéressait, c'était d'approcher le plus possible la création. Je n'ai pas voulu donner de réponse, ni même d'explication, mais en tout cas, m'approcher le plus possible de ce qui est ma vie, qui est vivre avec la création. Et par exemple, le personnage de la sœur, on peut parler d'Ulrich après si vous voulez, mais de Anne Bennent qui joue la sœur, que vous connaissez sans doute, en tout cas qui est la fille de ce grand acteur Heinz Bennent, que vous avez vu dans le dernier métro, qui faisait le mari de Catherine Deneuve dans le dernier métro, et qui était aussi le médecin dans L'œuvre du serpent de Bergman. Et elle est aussi la sœur du petit David Bennent qui jouait le tambour de Wolkerschlandorf. Et Anne, depuis le début, je savais que c'était elle. Mais pour des histoires de production, pour une histoire de coproduction avec l'Allemagne qu'on n'a d'ailleurs pas eue, il fallait mieux que j'engage une jeune actrice ravissante et bankable, comme on dit aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas du tout entré dans ce truc-là, mais enfin, il a quand même fallu que je joue un peu le jeu. Et puis finalement, mes producteurs, parce que c'est des producteurs intelligents, m'ont dit non, non, on fait fausse route, il faut que tu prennes les acteurs que tu as en tête. Et on a pris Anne Bennent. Et le plus extraordinaire, c'est que le fils de Dina Vierny a été l'héritière du Wilhelm II, parce qu'elle a acheté en viager la collection Wilhelm II à la sœur de Wilhelm II, qui était beaucoup plus jeune que lui. Et elle a donc, c'est elle qui fait l'exposition Séraphine au musée Mayol en ce moment à Paris. Donc Dina Vierny a permis à Anne-Marie Oudeux de vivre décemment en achetant sa collection en viager. Et elle est morte en 1985. Et le fils de Dina Vierny, Bertrand Lorquin, qui est le conservateur du musée Mayol, quand il a vu le film, il est venu le voir, il est venu voir un montage, sur la table de montage d'ailleurs. Il a vu le film, et puis quand il a vu le film, il s'est dit, mais c'est qui la comédienne qui joue Anne-Marie Oudeux? Alors je lui explique ce que je vous expliquais, je dis c'est Anne Bennent. Et parce que moi j'ai bien connu Anne-Marie Oudeux, j'allais avec ma mère donner l'argent à Anne-Marie. La façon dont vous l'avez mis en scène, on a l'impression que tout d'un coup elle ouvre cette porte vers ce bonheur dans les prés et cette relation qu'elle avait à la nature qui était forte et où on a l'impression que là elle est apaisée et donc vous laissez une fin plutôt d'espoir et en fait elle est finalement restée dans cet asile et elle est morte dans la solitude. Est-ce qu'elle est morte vraiment dans la folie? Parce qu'à cette époque-là, on y restait dans ces endroits-là. Souvent. Je me suis aussi posé la question dans le scénario quand elle est devenue, entre guillemets, folle en 1932, quel choix avait-elle? Quel choix avait une femme seule en 1932, vieille? Il n'y avait pas de pension, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait absolument pas de sécurité sociale, il n'y avait rien. Quel était le choix? Sachant que la crise de 29, qui est d'ailleurs en train de se reproduire, avait absolument anéanti toute possibilité pour elle de vendre. Là, à nouveau, je n'ai pas de réponse, hein, j'ai juste essayé d'approcher les choses le plus sincèrement possible. Je n'ai pas de réponse. Et je me suis quand même posé la question. J'ai toujours une petite truc en moi qui me disait, mais est-ce qu'elle était si folle que ça? Entre l'hospice et l'asile, peut-être qu'on mangeait un petit peu mieux à l'asile, je ne sais pas. En tout cas, elle était haïe des autres malades. Je finis. Elle était haïe des autres malades. Elle a été classée schizophrène, paranoïaque. Et c'était très intéressant parce qu'à un débat, un soir, une femme a dit oui, mais c'est simplement qu'elle avait atteint l'illumination et que personne n'a compris. Et ça m'a rappelé qu'il y a très longtemps, j'avais lu un livre d'une théologienne qui s'appelle Annick de Souzenel, qui s'appelle Le langage du corps. Et Annick de Souzenel parlait de ça, et que beaucoup de psychiatres bloquaient une évolution spirituelle en cataloguant l'être humain qui était en train de vivre ça de schizophrène. Et que la schizophrénie était une étape avant une illumination. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, Séraphine, intérieurement. Et la deuxième chose, pour vous parler du plan, ce qui m'a semblé moins important, en tout cas c'est ce que j'ai voulu dire,
c'est que cette femme est une femme exceptionnelle. À l'époque, déjà être une femme, c'était pas facile. Et une femme peintre, c'était même impossible. Je pense que c'est quelqu'un qui a parfaitement réussi sa vie. Et donc, finir sur une déchéance ou sur une horreur, ça ne me paraissait pas juste par rapport à ce qu'elle laisse. Il suffit d'aller au musée Mayol et de regarder aujourd'hui, on voit que c'est une femme qui a pleinement réussi sa vie et pleinement accompli son destin d'artiste. Ça me paraît plus important que le confort. Je pense qu'ils se sont aimés, mais ils se sont aimés pour la peinture. Donc après ça, la question c'est plutôt qu'est-ce que c'est que l'amour et comment on peut s'aimer et à quel niveau on est selon ce qu'on cherche. Il y a un café nommé désir, mais il y a aussi autre chose. Et je pense qu'en effet, Séraphine et Oudeux se sont aimés, mais ça n'est pas sexuel. Il n'empêche que les rouages de l'amour ont tissé quelque chose qui a fait une œuvre. Pour moi, c'est ça. Plus flamboyante, de plus en plus en avance, parce qu'elle a peint ça comme dans les années 20-30, on est aux limites du surréalisme, et qu'elle n'a pas eu, comment dire, le support affectif et le support matériel, moral, pour, comment dire, passer un cap. Et que donc elle s'est totalement dissoute dans son travail, dans ses œuvres. Un peu comme Van Gogh, hein, ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup. Et quand on voit les tableaux, vraiment, bon, j'en avais vu 2-3 là, puis un là, et puis les voir réunis, c'est très, très, très émouvant, parce que là, on voit, c'est un très grand peintre. Aussi important que Van Gogh, on dit. Cette exposition a lieu actuellement à Paris, je crois, jusqu'au mois de janvier. 5 janvier, oui. Oui. Alors, Oudeux, moi je le connaissais puisque c'est un acteur que vous avez vu sans doute, vous vous en souvenez, dans Amen de Costa Gavras, où il avait le rôle principal. Il était aussi dans La vie des autres. Et c'est un grand acteur allemand, hein, c'est un type formidable. Mais aussi pour des besoins de production, on m'a fait comprendre que tel acteur français connu, ce serait pas mal. Et alors ça me faisait très très peur, mais bon, j'ai un peu joué le jeu, j'ai rencontré des gens. Et Yolande m'avait parlé d'Ulrich déjà. Mais Ulrich avait 20 kilos de plus, en fait, ou 15 kilos de plus que dans le film. Donc j'avais un peu peur avec Yolande de ces deux rondeurs-là. J'imaginais ou deux beaucoup plus secs et plus dangereux d'une certaine façon. Et puis on m'a organisé quand même un rendez-vous avec Ulrich tout court. J'étais pas à l'aise parce que j'avais vu un acteur français avant. Enfin bon, c'était une histoire un peu compliquée. Et en allant voir Ulrich, un peu à contre-cœur, je me suis payé un échafaudage, je me suis ouvert complètement la tête, je suis tombé dans les pommes, dans mon sang, et je me suis réveillé à l'hôpital. Et quand je me suis réveillé, j'avais raté le rendez-vous. Et je l'ai appelé, et il m'a dit, Monsieur Pau, avec son accent, Monsieur Pau, je ne peux pas vous attendre, je suis tellement désolé, je repars en Belgique. Et à la voix, déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon acteur français là? C'est évidemment lui. Et j'ai pris un train 2 jours après, je suis allé le voir, et quand je l'ai vu, j'attendais en bas de chez lui, et il est arrivé au bout de la rue parce qu'il était en retard. Et j'ai vu arriver une silhouette avec un type avec une veste noire, un tricot rayé comme ça, un pantalon très large avec des bretelles, un canotier sur la tête. Et c'était incroyable, il était d'une autre époque déjà lui aussi, et il avait un truc sous le bras, il me faisait des grands signes, Monsieur Pauvre, je suis en retard, excusez-moi. Et vous voyez, regardez, j'ai trouvé ça opus, c'était à Bruxelles, et c'était une mallette de voyage, datant de 1912, il y avait la date dessus, et quand il a ouvert la mallette, à l'intérieur, il y avait tout, elle était complète, il y avait tous les flacons avec les bouchons en argent ciselé, c'était une merveille. Et je me dis, j'aurais dû me pencher parce que si ça se trouve, il y avait des initiales et c'était un W et un U. Et c'était évident quand je l'ai vu que c'était déjà Oudeux. Et alors en plus, on était déjà ensemble et puis il me dit, mais moi j'habite pas en Allemagne parce que le caractère allemand ne me correspond pas du tout, j'habite à Venise. Et il se trouve que Oudeux a quitté l'Allemagne un jour alors qu'il était engagé dans des choses. Je voulais un film sans couleur franche. Et donc on a travaillé avec Maline Fontaine au costume, on a enlevé toutes les couleurs franches de tous les costumes, il n'y a que des bleus.
que des gris, que des blancs cassés, un tout petit peu de violet chez Madame Dufault, tout petit peu de couleur chez Anne Bennett, mais à peine. Et dans les décors, c'est la même chose. C'est pour ça que vous avez ce sentiment-là. Et on a choisi une pellicule très froide qui accentue les verts, les bleus, en éteignant les couleurs franches. Et ce qui fait que les tableaux, au fur et à mesure, parce que cette pellicule aussi le permettait, ressortent, enfin c'était mon choix, hein, mais ça n'éteint pas la couleur des tableaux. Je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas chef opérateur, je pense que le chef opérateur vous expliquerait ça mieux que moi, mais enfin en tout cas c'était vraiment un choix de départ. Parce que je voulais que le film, j'avais peur de la joliesse, j'avais peur du film d'époque, un peu joli, avec une jolie lumière, des jolis costumes. Je voulais que ça ait l'air vrai, qu'on soit plongé, immergé dans une réalité de l'époque.